Bienvenue dans cette seconde saison de Nos Arpentages, le podcast de l'association Peuple et Culture qui propose chaque mois une conversation pour approfondir la réflexion collective née lors d'ateliers d'arpentage. Peuple et Culture est un mouvement d'éducation populaire fondé sous la Résistance et œuvrant à rendre la culture au peuple et le peuple à la culture. C'est tout un réseau d'associations qui contribuent un peu partout en France au développement de l'éducation tout au long de la vie, qui encourage la pensée critique et l'émancipation d'hommes et de femmes, l'auto-formation collective et le partage des arts et de la culture. Ancré dans l'ADN de Peuple et Culture et de l'éducation populaire se trouve l'arpentage, une méthode de lecture collective qui permet de découvrir à plusieurs un ouvrage en vue de son appropriation critique. Concrètement, on déchire les pages, on se partage le livre, chacun lit sa partie et on met ensuite en commun ce qu'on a compris pour créer du savoir collectif. Cette nouvelle saison, nous continuons d'arpenter les chemins qui nous mènent à la Maison des Métallos, établissement culturel situé dans le 11e arrondissement de Paris avec qui nous collaborons, et explorerons d'autres histoires, d'autres points de vue, en lien avec de nouveaux partenaires. À chaque épisode, nous découvrirons un nouvel ouvrage arpenté en se retrouvant quelques temps après la session, afin de nourrir et approfondir les réflexions nées lors de l'atelier. Dans cet épisode, nous parlerons d'art populaire et de leur institutionnalisation, mais aussi de réappropriation et transgression des codes, d'identité féminine dans l'art et du rôle de l'arpentage à l'école. Je suis Mathilde, en service civique à l'Union Peuple et Culture, et je suis aujourd'hui avec Sultania pour penser ensemble à partir de l'arpentage du livre de Stace Rose et Antoine Doll, Fly Girls, histoire du hip-hop féminin en France, qui a eu lieu le 17 janvier dernier à la Maison des Métallos. Alors, bonjour Sultania, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que déjà tu voudrais revenir sur la méthode de l'arpentage ? Est-ce que c'était ton premier arpentage ? Pourquoi tu as voulu participer ? Qu'est-ce qui t'a motivé à y aller ? Ouais, l'arpentage en fait, non, je l'avais jamais pratiqué, mais j'en avais entendu parler par une professeure documentaliste l'année dernière dans le lycée dans lequel je travaillais. Qui m'en avait parlé et c'est vrai qu'au départ quand elle avait expliqué un peu le processus, je me disais ah ouais d'accord, en fait faut arracher des pages quoi. Et je pense qu'on est dans une société, tu vois, particulièrement la société française, où il y a quand même une sorte de sacralisation du livre. Et alors comment je suis venue à votre arpentage, c'est qu'en fait moi, depuis septembre, je suis prof, mais je suis également, en fait, j'ai un poste en plus, c'est que je suis prof relais à la Villette pour la Grande Halle. Et en ce moment, on est en train de travailler sur des documents pédagogiques sur le hip-hop. Et en fait, j'ai vu qu'à la Maison des Métallos, il y avait toute une saison hip-hop. En plus, il faut savoir qu'Anne Nguyen, en fait... c'est quelqu'un qui a travaillé aussi à la Villette, mais dont moi je connaissais pas du tout le travail vraiment. Et quand j'ai vu que pendant un mois il y avait plein de choses à la Maison des Métallos, ça m'a vraiment intéressée. Et du coup, forcément, quand j'ai vu arpentage, je me suis dit ah mais génial, c'est vraiment l'occasion d'expérimenter. Parce que oui, le livre qu'on a arpenté la dernière fois, c'était au sujet du hip-hop. Et justement, je voulais revenir là-dessus parce qu'on a beaucoup parlé de cette institutionnalisation du hip-hop. Ça a été vraiment un sujet qui est revenu, même je crois, qui est apparu dès lors qu'on faisait la visualisation du livre et qu'on essayait de savoir ce qu'il allait y avoir dedans. Là, ici, je vais citer Marie-Carmen Garcia, qui est une sociologue spécialisée dans le genre et dans les activités sportives, qui écrit dans un article qui s'intitule « La légitimation artistique de la danse hip-hop et du cirque contemporain ». C'est dans le contexte de la décentralisation et de la valorisation des arts mineurs, entre guillemets, que la danse hip-hop chorégraphiée a été reconnue par les institutions culturelles comme des formes artistiques. L'encadrement institutionnel de la danse hip-hop s'est traduit par la construction de cadres spécifiques de socialisation des jeunes de milieux populaires, entre guillemets, et une séparation entre un hip-hop légitimé par le travail institutionnel et un hip-hop dit populaire. Aussi, il y a quelque chose qui est passé récemment, c'est un diplôme d'état de passeur culturel en danse hip-hop qui a été mis en place au centre de formation de danse de Cergy. C'est mon premier diplôme d'état en France, donc il y a vraiment une certification maintenant pour être prof de hip-hop, ce qui n'était pas le cas avant. Donc voilà, discuter de cette institutionnalisation de l'art alternatif et de l'art populaire
nous a permis aussi de questionner sur de potentielles conséquences, à la fois sur leur réception, mais aussi sur leur authenticité, leur caractère créatif, souvent rebelle. Et le groupe était plus ou moins d'accord pour dire que le hip-hop s'était transformé dès lors qu'il avait été institutionnalisé. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je pense que c'est extrêmement paradoxal. C'est une question à laquelle je pourrais pas répondre, mais Mm. en tout cas, je me pose les mêmes questions. C'est vrai qu'en fait, moi, je viens de cité, je viens d'une cité HLM dans le quartier du Bois-l'Abbé, à Champigny-sur-Marne. Et donc, évidemment que quelque part, tu vois, j'ai l'impression d'avoir une certaine légitimité à parler de ce qu'a été le hip-hop et de ce qu'est le hip-hop qu'on considère comme populaire. Et aussi parce que je travaille à la Villette depuis septembre, donc là je vais avoir l'occasion de voir pas mal de spectacles hip-hop institutionnalisés. Et c'est vrai qu'en fait je pense que ce sont des questions qui se sont posées mais dès le départ, quoi. Parce qu'en fait finalement en France les institutions se sont très vite intéressées à la danse hip-hop, hein, ce qui est assez phénoménal, quoi. Parce que ça aurait pu être un phénomène complètement en marge, et puis ça aurait pu rester en marge, mais les institutions, vraiment, elles s'y sont intéressées. Et donc le paradoxe, il tient au fait que ben, c'était bien de s'y intéresser parce qu'en fait, ça a quand même permis à des compagnies bah, de recevoir tout simplement des financements, de pouvoir ouvrir des écoles. Et en même temps, c'est vrai qu'on a l'impression que bah, pour plaire à l'institution, quelque part, on a besoin de dénaturer. Et finalement, c'est vrai que aujourd'hui, quand on va voir un spectacle de danse hip-hop, on retrouve pas forcément en fait ce qui faisait la nature même de cet art à sa naissance, quoi. Après, je pense qu'en fait, cette question un peu de la dénaturation Mm. de l'art populaire, je pense qu'elle se pose pas que pour le hip-hop, parce qu'à partir du moment où une institution, les pouvoirs publics s'emparent de quelque chose qui au départ est extrêmement populaire, bah, forcément que ça va avoir un impact sur l'esthétique même de l'art en question, quoi. Donc, mais par exemple, pour en revenir à Nguyen, ce qui m'a vraiment donné aussi envie d'aller voir un peu tout ce mois-là à la Maison des Métallos, c'est que je suis tombée sur une vidéo de son spectacle Matière Première, où en fait elle utilise la danse afro, qui pour moi en fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, est le hip-hop qu'on a connu dans les années 80, quoi. Parce qu'en fait, qui s'en empare, alors c'est pas mal les réseaux sociaux, hein, c'est sur Instagram, mais sur TikTok, mais en fait, c'est vraiment un art populaire de jeunes. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé incroyable pour le coup, c'est de me dire, parce que moi, ça fait 2 ans que je suis pas mal de danseuses comme ça sur Instagram, et je suis vraiment, mais vraiment terriblement fan. Et je me disais, mais comment ça se fait que les chorégraphes, les institutions Mm. s'en emparent pas? Parce que moi, en tant que prof, mon objectif, c'est de les emmener voir des spectacles. Et je sais que parfois, bah, ça va être compliqué parce que les portes d'entrée sont pas forcément très faciles. On a plein de spectacles qui sont assez cryptiques ou Mm. compliqués. Mm. Et je me disais, mais comment on fait rentrer les jeunes finalement au théâtre, Mm. dans les salles de spectacle? Et ben justement, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas sur un matériau qui est extrêmement connu d'eux, qui est aussi extrêmement apprécié? Mm. Parce que franchement, je vois hein, mes lycéens, mes collégiens, ouais, la danse afro, ils connaissent tous, ils adorent. Bah, tu parlais en plus d'Internet, justement d'Instagram, que maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup on le fait pour les écrans, on le fait pour TikTok, Instagram, ouais, ça a été un catalyseur pour faire émerger des arts, bah, le hip-hop, mais aussi d'autres formes d'art. Et on a aussi évoqué au cours de la discussion que Internet avait un peu bouleversé la définition d'art underground. Mm. Qu'est-ce qu'on définissait comme art alternatif aujourd'hui en sachant qu'avec Internet tout circule tout le temps et qu'il n'y a plus vraiment... certains disaient qu'il n'y avait plus d'art alternatif. Mm. Est-ce que tu rejoins cette pensée ou pas?
Moi, j'étais hyper intéressée en fait par cette phrase. Je sais plus qui l'a dit parce qu'en fait, j'y avais jamais pensé et j'ai trouvé que c'était très intelligent en fait de dire que effectivement, comment est-ce que un art underground pourrait émerger alors que finalement tout est visible. Or, finalement, la définition de l'art underground, c'est qu'il est souterrain. La question qu'il faudrait se poser avant, c'est qu'est-ce que, enfin, à quoi ça servirait un art underground. Je pense aussi que ce qui va constituer l'art underground, c'est dans quel contexte social et politique il émerge, quoi. Le hip-hop, bon déjà il émerge pas en France, au départ il émerge dans le South Bronx, quoi, le Bronx, la partie sud du Bronx. C'est vrai que nous, je pense aussi que bon, on a une pensée un peu peut-être bobo occidental Ouais. de vouloir que les choses soient underground parce qu'on a envie d'être que des petits initiés. Mais en fait, ouais, je pense pas qu'elle se revendique underground. Ce qu'elle revendique surtout, c'est ça va mal, il n'y a rien, il n'y a pas de boulot, les gens s'entretuent. Les jeunes vraiment du quartier, en fait, leur seul moyen d'existence, bah, c'est de dealer. Euh, et puis le hip-hop, il va arriver petit à petit parce que faut faire la fête, quoi. Et en fait, ils se disent, bon, bah, le système, après tout, ne fait rien pour nous. Qu'est-ce que nous, on va faire pour réussir ce qu'on fasse communauté, à ce que bah, on s'entretue plus. Et pardon, pour en revenir quand même à la question donc, d'Instagram, bah, c'est, en fait, moi j'ai envie de te dire, je préfère vraiment voir mes élèves, enfin les jeunes, créer des chorégraphies que, bon, je sais pas, de faire des vidéos de chat, quoi. Enfin, tu vois. Non, mais je Ouais, veux dire, au final, je trouve c'est ça. vrai. Alors, oui, c'est peut-être pas underground. Ben non, c'est même d'ailleurs plutôt du côté complètement populaire. Peut-être qu'on peut dire aussi que c'est de masse. Mais je trouve ça hyper positif. En plus, ça me faisait penser aussi, on parlait de hip-hop, mais il y a aussi eu, dans les années 70, il y a aussi eu tout un mouvement, bah, le mouvement punk par exemple, il y a eu le mouvement grunge qui voulait parler d'autres sujets justement de la société. Ça m'a juste fait penser à ça, mais ouais, effectivement, il y a des mouvements comme ça qui s'extraient un peu. Et après, bon, il y a eu toute une institutionnalisation justement, enfin pas une institutionnalisation, mais une popularité du mouvement grunge qui fait que voilà, ça a été totalement ça s'est transformé au fur et à mesure, mais c'est vrai Ouais. que c'est hyper intéressant. Je me demande on en parlait aussi de la musique, on se disait qu'est-ce qui est musique alternative aujourd'hui, mais différent avec Mm. bah justement avec internet et avec les machines qu'on peut faire. Bah oui, mais c'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a tellement de genres de musique Ouais, différents. En fait, il existe plein ouais, de petits groupes ouais, et je trouve ça assez positif, tu vois. Même sur, par exemple, ouais, la production de musique. En fait, maintenant, les jeunes, ils ont tellement accès à, tu vois. Enfin, c'est surtout tellement devenu beaucoup plus facile. Je parle en mon nom, mais moi je viens de banlieue, je viens d'une cité. Moi, mes parents, ils m'ont pas inscrit, au cours de tu vois, au cours de piano, ouais, au cours de violon d'à côté. Et en fait, et je me dis que bah, c'est cool, c'est chouette que ce se soit popularisé justement, que ça devienne, voilà, en fait, un art que tout le monde peut pratiquer. Alors oui, c'est avec des boîtes à musique, soit oui, c'est avec, enfin, tu vois, avec un ordinateur, mais moi je trouve ça plutôt ouais. très positif, quoi. Pour terminer sur cette partie, je voulais revenir aussi sur la forme de l'ouvrage, puisque c'était un peu une forme de catalogue. Au final, Ouais. on avait plusieurs artistes qui étaient décrites, mais ça les mettait pas forcément toujours en valeur, c'était un peu lacunaire. Ouais. On savait pas non plus qui écrivait telle partie, parce que c'est écrit par deux auteurisses. Donc dans l'ensemble, vous vous attendiez plutôt à suivre en détail des profils de femmes. Qu'est-ce que tu penses justement de ce genre d'ouvrage dans sa forme? Est-ce que tu penses que le rôle, le but de ces deux autoristes a été pour toi légitime? Légitime, c'est peut-être un peu fort. Ouais, est-ce que tu penses que la forme était bonne? Est-ce que tu t'attendais pas à autre chose en fait en lisant ce livre?
Ouais, non, mais moi je m'attendais à toute autre chose. Bon, pour en revenir juste à la légitimité, c'est déjà bien qu'il existe, ce bouquin, c'est déjà bien qu'on s'intéresse au hip-hop féminin. Tu vois, je pense quand même que quand un auteur fait un bouquin sur le hip-hop, sur le rap, il a, tu vois, une ligne conductrice, il y a des mouvements, enfin, tu vois, il y a des esthétiques particulières, généralement il va y avoir un ordre chronologique, ou alors, voilà, on va s'intéresser aux artistes qui se ressemblent et tout. Et finalement, ce bouquin, il nous montre peut-être aussi ce qui est vraiment la réalité, c'est qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de mouvement féminin, quoi. C'est un catalogue. En fait, ce ne sont que finalement des personnes qui gravitent comme ça de manière un peu chacune de leur côté, sans qu'on puisse d'ailleurs les rattacher à un univers, à une esthétique hip-hop. Donc c'est compliqué de parler de la légitimité. C'est vrai que oui, moi je m'attendais. Bon, en même temps, j'en savais rien, mais c'est vrai que je m'attendais quand même à ce que des vraies questions de société, quoi, se soient questionnées dans le bouquin. Or là, en fait, c'est juste des portraits, quoi. Et puis, oui, et puis ce qui nous a, je pense, quand même à peu près tous embêtés, c'est que comme tu dis, c'était très lacunaire. Voilà, c'était pas très intéressant, en fait, quoi. On avait envie de creuser, on avait envie de, bah déjà de savoir véritablement ce que chacune a apporté à la culture hip-hop. Or là, c'était un peu des morceaux de vie. Et finalement, tu vois, je me dis, c'est dingue parce que sans le vouloir, parce qu'à mon avis, tu vois, ces deux auteurices, bah, ils ont eu envie en fait de parler du hip-hop féminin, de le valoriser. Mais je crois que le hip-hop féminin en France, finalement, est tellement peu visible que même quand on a les meilleures intentions, bah, on finit par faire quelque chose de très anecdotique parce que les femmes sont anecdotiques dans le hip-hop, quoi. Moi, je sais pas toi, mais moi, dans les rappeuses dont on a parlé l'autre soir, et moi, je ne connaissais que Diams, Ah en bah fait, moi hein. aussi, je connaissais que Voilà. Diams, ouais. Et je connaissais une chorégraphe, c'est Bintou Mm, Dembélé. Et encore, je la connais, je pense qu'il y a plein de gens qui la connaissent pas, quoi. Je la mm. connais parce que son ingé son, c'était un copain, enfin, Ouais. tu vois. Et aussi, là où et ce que je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que aux États-Unis, je pense que tu serais capable de, tu vois, enfin, on serait capable toutes les deux de donner beaucoup plus de Ouais. noms féminins, quoi. Et juste une chose, j'avais écouté une émission radio, là, je sais plus, il y a peut-être un mois. Et alors, je me souviens plus du nom du journaliste, mais c'est un journaliste qui a vraiment fait un gros bouquin sur le hip-hop français. Et la présentatrice lui demande bon, bah, dans votre bouquin, il n'y a pas de femme, quoi. Et lui, bon, il a un peu pas mal pris la question, parce que je pense que c'est une question qu'on lui pose, tu vois, à chaque fois. Et puis, bon, il a dit un truc, il a dit oui, bah non, mais en fait, peut-être aussi que en France, les femmes, bah, elles veulent pas faire, elles ont pas voulu quoi faire du hip-hop, c'était pas leur truc. Enfin, mes poils se sont hérissés quand j'ai entendu ça. Mais en même temps, oui, bah, je me disais, bah en fait, pour que des femmes puissent avoir envie de faire du hip-hop, hein, que ce soit la danse, le rap, bah, il faut qu'il y ait des modèles, quoi. Je trouve qu'il y a une omniprésence des hommes dans ces milieux-là qui font que bah, les femmes sont invisibilisées, on va dire, Ouais. dans cet art-là. Après, ça s'explique aussi par une convergence sociale, territoriale, c'est-à-dire que dans les banlieues, en fait, il faut quand même pas oublier que le hip-hop, quand il arrive en France, ben, ce sont les gens, les jeunes de banlieue qui vont s'en Mm. emparer, tu vois. Et donc c'est vrai que dans les banlieues, et je le dis parce que moi j'ai vécu, c'est vrai qu'en fait c'est très sectorisé. Enfin je veux dire, tu vois, les garçons, les filles, on se mélange pas trop. Enfin tu vois, c'est toujours... moi je me souviens qu'on n'avait pas des bandes de potes où il y avait et des filles et des garçons. Alors on se parlait, tu vois, on se côtoyait, mais c'est vrai que en fait, je pense que le hip-hop français a repris aussi ce qui était là, quoi, tu vois, en banlieue, et effectivement. Mais bon, je vais mettre quand même un bémol à ce que je dis parce que, tu vois, je suis sûre que
Franchement, tu regardes une émission de Bernard Pivot dans les années 70, je pense que tu as des autrices, tu vas pas en voir beaucoup non plus. Enfin, Ouais. en fait, le hip-hop, il a pas fait, je pense, bref, il a pas plus ostracisé que peut-être d'autres milieux, quoi. Et peut-être que lui, c'est plus visible parce qu'on attend aussi peut-être toujours plus, je sais Mm. pas, d'une culture populaire, de milieux défavorisés. Peut-être qu'on attend toujours plus, il faut que... Ouais, c'est vrai. Je C'est sais une bonne pas. question. Une des idées prédominantes évoquées lors de la discussion, c'était le fait que les femmes présentées dans le livre se réappropriaient souvent les codes masculins, alors que certains autres profils les transgressaient afin de faire vivre leur art ou de s'inclure à l'univers et à la communauté artistique choisie. Dans l'histoire de l'art en général, on met beaucoup plus les hommes artistes en avant que les femmes, mais aussi d'autres minorités qui sont inscrites dans la hiérarchie discriminatoire. Ça peut être couleur de peau, ça peut être orientation sexuelle, genre. Ici, je vais citer Marie Buscato, qui est professeure en sociologie à Paris 1 et qui est spécialiste du genre, qui explique dans un entretien dans la revue du Réseau international pour les arts du spectacle contemporain. Une tendance est celle de mouvements collectifs et sociaux qui se sont mis en place dans les années 70-80, qui ont permis aux femmes de progresser dans la pratique des arts visuels. Des initiatives ont également permis de mieux valoriser des œuvres artistiques féminines, par exemple accès au financement, mécénat, réseaux sociaux, et ces mouvements collectifs ont permis une meilleure représentation des femmes dans les pratiques professionnelles liées aux arts, grâce à des programmations artistiques féminines et à des aides émanant des pouvoirs publics. Mais il nous faut constater que ces initiatives ne sont pas encore valorisées au même titre que d'autres courants dans une discipline artistique donnée. Donc le livre, là qu'on a lu ensemble, il date quand même de 2010. Est-ce que tu as l'impression de ton côté que le schéma de reprendre les codes dits masculins pour s'affirmer dans un domaine artistique, que ce soit le hip-hop ou non, est toujours d'actualité? Ou est-ce que tu as une remarque là-dessus? Non, bah, de toute manière, je pense que dès lors que les frontières entre le masculin et le féminin deviennent plus troubles, je pense que, tu vois, on va beaucoup moins le retrouver aujourd'hui. C'est vrai que je pense que bah, en 2010, le hip-hop est dominé par les figures masculines. Mais tu vois, pendant l'arpentage, il y avait une nana qui nous a dit bah, elle venait de banlieue aussi. Je pense qu'elle était un petit peu plus âgée que moi, donc je pense qu'elle a vraiment. J'ai l'impression en tout cas qu'elle avait vraiment assisté à la naissance, tu vois, du hip-hop en France. Et elle disait qu'en fait, on se posait pas ces questions-là, c'est-à-dire qu'en fait, on aimait un artiste, mais même nous, tu vois, les filles, et on se disait pas que on voulait lui ressembler parce que c'était un homme. En fait, on voulait lui ressembler. Point. Nous, en tant que spectatrices, on intégrait des codes qu'on disait être masculins. Tu vois, je regarde aux États-Unis les premières rappeuses. Oui, on peut dire qu'elles sont un peu masculines, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Enfin, tu vois, elles sont gangsters, quoi. Mais en même temps, c'est ça le hip-hop au départ. C'est à la fois, ben, en fait, on veut s'extirper des gangs, mais on reprend quand même les codes, tu vois. D'ailleurs, ça vient de là, les battles dans la danse hip-hop, dans le breaking. C'est justement, c'est en fait, artistiquement, on va reproduire ce qui se produisait, quoi, c'est-à-dire ces batailles. Moi, est-ce qu'il faut le condamner? Enfin, tu vois, c'est très difficile d'être d'accord, tu vois, par exemple. Donc moi, j'avais ma collègue, était là, Patricia, qui travaille avec moi aussi à la Villette. Et elle a été tombée sur un portrait d'une jeune femme hyper sexualisée. Et par exemple, aux États-Unis, ben, t'as Nicki Minaj et t'as Cardi B, tu vois, qui représente une mouvance du hip-hop hyper sexualisée. Alors moi, tu vois, les premières fois que je suis tombée devant leur clip, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est en fait? C'est pas possible, quoi. Enfin, non, si les femmes se mettent à faire du hip-hop, voilà, il faut que, tu vois, il faut éviter justement cette hypersexualisation. Mais après, quand tu regardes véritablement leurs clips,
en fait, tu te rends compte que c'est une hypersexualisation à leur avantage. Elles ont toutes été hypersexualisées dans les clips de hip-hop. En fait, on parle toujours des artistes, tu vois. Mais il y a des maisons de disques, quoi, derrière. Il y a des producteurs, enfin, tu vois. Et je pense que ce milieu-là, c'est pas un milieu de ghetto du Bronx, tu vois. Donc ce sont des blancs, mais peut-être parfois même des vieux blancs, et qui ont décidé que c'était génial de voir des nanas à poil parce que c'était vendeur, quoi. Donc voilà, tu vois, je me dis, bon, je pense que nous, les femmes, on fait ce qu'on peut, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai, je me dis, mais... Parce que quelque part, c'est pas tellement le hip-hop qui est phallocrate, c'est qu'on vit dans un monde phallocrate. Et donc, il faut toujours, quelque part, se mesurer au masculin. T'as l'impression qu'en fait, tout ce que tu fais parfois, c'est par rapport à ce que les hommes ont fait, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont le droit de faire eux. Enfin, et ça, c'est... Pouf. Surtout que justement l'industrie est menée par des hommes qui vont avoir un regard sur toi aussi, donc t'es pas... Je sais pas si t'as vraiment de libre arbitre ou de, tu vois, de liberté de faire ce que tu veux. Et après, tu parlais d'hypersexualisation, c'est un sujet hyper intéressant parce que même aujourd'hui, je pense qu'on a plus de liberté de dire ah bah je m'assume et je m'affirme et en fait, c'est pas le regard externe qui va m'intéresser, mais c'est plus mon regard sur moi-même et c'est complètement un changement de paradigme. Oui, c'était complètement normalisé, tu vois. Et c'est ça aussi qui m'embête parfois, tu vois, dans, tu vois, dans nos discussions intellectuelles, c'est qu'on a toujours tendance à regarder les artistes, mais on voit pas toute l'industrie qui est derrière, quoi. Et qui, si ce n'est qu'elle laisse, qu'elle encourage finalement à une vision de la femme objet. Et justement, pour revenir là-dessus sur art féminin, art masculin, en fait, il y a un clivage, je trouve, vachement fort entre art féminin, art masculin, même ici c'était hip-hop féminin. Ouais. C'est une dénomination qui est quand même hyper clivante, c'est le hip-hop des femmes, quoi. Ouais. Et on se rend compte que il n'y a pas forcément Enfin, c'est hyper hétérogène, en fait. Qu'est-ce que tu penses de cette dénomination-là d'art féminin, de hip-hop féminin? Et est-ce que tu penses pas aussi un peu que ce clivage-là, il se fait aussi dans le public, enfin rien qu'à voir à l'arpentage hip-hop féminin, il y avait 3 hommes, dont 2 qui suivaient, je pense, leur copine, et un homme qui était tout seul en solo, mais au final, tu vois, il y a quand même un clivage hyper fort, je trouve, et dans la dénomination, dans les mots que tu vas employer, et aussi dans le public qui va recevoir en fait ce genre d'infos. Ouais, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, le hip-hop a tellement été au départ créé par des hommes que enfin, créé par des hommes, enfin, et encore, parce que c'est pas complètement vrai, mais je veux dire en tout cas euh, connu au travers de ces stars masculines, que en fait, l'éditeur, enfin, tu vois, enfin, la personne qui écrit parce qu'elle veut parler justement de toutes ces femmes qui n'ont pas été visibilisées, ils sont obligés quoi, de dire le hip-hop féminin. Même si, quelque part, tu te dis, bah non, mais si on fait ça, alors c'est qu'on n'a rien compris, quoi. C'est un peu comme le football féminin. Le football féminin, c'est pas du football, en fait, c'est du football féminin, tu vois. Et je pense que c'est pareil pour le hip-hop, quoi. Mais je vois pas très bien comment on peut s'en sortir, en fait, de ces questions-là, tu vois. Parce qu'elle existe, cette invisibilité, donc il faut travailler à ce que ça soit plus visible. Et donc, tu es obligé de prendre les outils qui te font grincer comme des dents en te disant, mais ouais. En plus, toi, t'es prof de français, c'est ça? Ouais. Justement, dans la littérature, dans l'écriture, c'est pareil. Il y a très peu de femmes qui sont mises en avant. Comment tu pourrais définir ton approche personnelle et professionnelle aussi de cette question-là de littérature écrite par des femmes? Ouais, c'est vrai que très franchement, je me pose pas la question, tu vois. C'est-à-dire que quand
quand je décide d'étudier un texte avec les élèves, c'est parce qu'il me plaît. Et très franchement, je ne regarde pas si c'est une autrice, un auteur. Parce que ce qui va m'intéresser, c'est soit tout simplement la beauté littéraire du texte, soit ce que le texte va raconter sur un sujet de société, enfin, tu vois. Mais non, vraiment, je t'avouerais que je me pose jamais la question. La seule fois finalement où je me la suis posée, c'est parce que en première, pour le bac de français, tu sais, maintenant il y a un programme. Et donc moi j'avais choisi en littérature d'idées, donc c'est-à-dire la littérature sur les sujets à débat. J'avais choisi Olympe de Gouges et sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et donc quand j'avais constitué mon corpus à côté, bah oui, c'est sûr que j'avais pris des textes de femmes. Et voilà, mais c'est vrai que non, je pense que je dois avoir des collègues qui font l'effort peut-être de se dire tiens, bah, moi j'ai vraiment envie de travailler sur les autrices, je veux qu'elles soient mises en valeur. Mais si tu veux, je suis même pas dans ce paradigme-là. Moi, je suis dans un paradigme où je me dis bah comment je vais faire lire mes élèves, tu vois. Mais Enfin, tu vois, c'est-à-dire que c'est même pas une question que je me pose. Bah, hyper intéressant parce que on oublie un peu la question de tout simplement la lecture qui n'est pas tous au même niveau non plus quand on est à l'école, enfin au collège, lycée, on n'est pas tous les mêmes attentes, on n'a pas tous le même rythme de lecture. C'est une bonne question et qui peut nous faire rebondir justement sur ton parcours de prof et la méthode de l'arpentage. Quand on pense socle de connaissances dans n'importe quel domaine, on pense souvent à l'éducation, qu'elle soit familiale ou à l'école. Et quand on pense à l'école, on pense aux profs, donc souvent qui ont un grand rôle à jouer dans la conception et le rapport aux arts, à la littérature, à l'histoire. Pourtant, il y a un sentiment souvent partagé que les sujets et les lectures obligatoires de programmes scolaires ne changent pas vraiment au fil des années, et ce malgré une culture littéraire et artistique qui bouge. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Et est-ce que, en tant que prof, tu as une marge de manœuvre là-dedans ? Je pense que tu auras remarqué depuis le début que j'ai plus de questions que de réponses. C'est très bien. Et notamment sur l'éducation des jeunes, sur l'enseignement. J'ai passé d'abord mon CAPES d'anglais parce que j'avais envie d'enseigner l'anglais, je connaissais très bien cette langue, tu vois. Et puis en fait, moi, avant d'être prof, en fait, j'ai fait du théâtre, tu vois, c'était ça qui m'animait. Et un jour, j'ai fait un atelier de théâtre dans un collège rep. Et j'ai bossé toute une année avec des troisièmes. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire, tu vois. J'avais vraiment envie d'être avec des jeunes et surtout, j'avais envie qu'ils fassent du théâtre. Et donc, je me suis un peu renseignée. Et donc, j'ai passé le CAPES d'anglais, mais avec une grande idéalisation, non seulement du métier, mais aussi de toi-même. Tu sais, t'as tes souvenirs de vieux profs, et tu te dis, non mais moi, je vais faire vachement mieux, quoi. moi, mes élèves, ils vont adorer mes cours, ça va être génial. Bon. Et puis après, tu deviens prof. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est un système qui est extrêmement complexe, tu vois. Rien que pour intéresser, pour attirer les élèves vers les apprentissages, quoi. Je sais aussi que vraiment, enfin, moi, tu vois, par rapport à ma carrière, je veux avoir un jour une spécialité théâtre en lycée. Et je me rends bien compte qu'en fait, ce sera beaucoup plus simple en ayant le CAPES de lettres, tu vois. Donc je passe le CAPES de lettres modernes, je deviens prof de français. Et en fait, je deviens prof de français, mais tu vois, j'avais pas été formée finalement du tout. J'avais été formée pour devenir prof d'anglais, mais pas pour devenir prof de français. Et en fait, je viens avec mes armes à moi, en français, mais je me rends compte en fait très vite que les élèves, parfois, ils n'ont pas tout le temps envie d'être en activité, en fait, tu vois. Donc il y a toujours vachement d'auto-formation. Et puis par ailleurs, tu vois, c'est vrai que je regarde vachement aussi par rapport au prisme de mon propre parcours. Tu vois, moi, mon père était ouvrier métallurgiste, donc un métier extrêmement dur. Il partait à 5h du mat, puis il n'avait pas de bagnole, il n'avait pas le permis. Donc il partait à 5h du mat au travail, il rentrait à 20h, 21h. Enfin, ma mère, elle a été femme de ménage, après aussi, elle a été un peu ouvrière. Moi, tu vois, je suis née dans un milieu pas du tout cultivé, quoi.
Enfin, tu vois, moi, ma culture, je l'ai apprise au travers de la télé, quoi. Puis, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai quand même vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, mon parcours, il est presque impossible. J'ai l'impression qu'en fait, quand tu viens d'un milieu défavorisé, ben, il n'y a pas trop de portes de sortie. Alors, je sais pas, je me trompe peut-être, tu vois, c'est peut-être aussi une idéalisation de ma génération. Et j'ai l'impression que, tu vois, dans mon quartier, il y a plein de gens qui ont fait plein de grandes études, tu vois, on arrivait à... Et c'est vraiment les questions qui m'animent, en fait. Comment on fait, quoi? Comment on fait pour que tout le monde ait les mêmes chances, quoi? Moi aussi, enfin, j'étais une jeune issue de l'immigration, mes parents, ils parlaient pas très bien français. Donc, clairement, le bagage lexical que j'ai eu au départ, il était quand même assez réduit. Et effectivement, en fait, ça pose des problèmes dès le départ à l'école. Parce qu'ils n'ont pas le bagage lexical nécessaire. Pour finir sur là-dessus, bah, quand tu es venu à l'arpentage, on a un peu parlé ensemble et tu avais dit que ce serait une méthode super chouette, justement, dans tes classes, d'instaurer l'arpentage pour lire ensemble, parce que la lecture, c'est un peu compliqué avec des collégiens, lycéens. Ouais. Comment tu perçois justement l'arpentage dans ta méthode pédagogique? Est-ce que ça peut enrichir un cours ou ton cours et en général? Ouais, et ben j'ai vachement réfléchi, tu vois, à cette question de l'arpentage parce que je suis aussi partie de mon ressenti par rapport à ma lecture de ma partie. Et je me suis rendu compte que quand j'ai finalement rapporté ce que j'en avais lu, ça restait quand même très subjectif, tu vois. Et ça m'a posé des questions parce que je me suis dit, bon, quand on lit un bouquin comme ça, en groupe, tous ensemble, bah, on a une responsabilité énorme en fait, individuellement, tu vois. Et du coup, je me suis dit à la fois, bah, c'est vraiment une bonne méthode. Je pense que c'est un truc en tout cas à tenter, tu vois, à expérimenter avec les élèves, notamment dans des classes faibles, entre guillemets, tu vois. Mais je me disais quand même, c'est risqué, quoi. Et donc, en fait, je pense qu'il faut se débarrasser de l'idée que qu'il faut trouver la vérité du livre, quoi. Tu vois, la vérité essentielle du livre. Parce que finalement, je pense que l'arpentage apprend à montrer que le livre, que n'importe quel livre, n'est pas finalement dans les mots qui sont utilisés, dans sa moelle, mais finalement, un livre est toujours le support de quelque chose dont on peut débattre, quoi. Et je me dis oui, l'arpentage, oui pour certaines choses, après que ça devienne finalement un outil systématique de lecture, je pense que non, parce que moi je pense que la solitude, tu vois, qui convient aussi hein, à la lecture est fondamentale et extrêmement importante, je pense, dans la construction d'un individu. Et je vais vraiment essayer, quoi. Tu vois, si je retourne en première, j'aimerais bien, sur le bouquin de littérature d'idées, vraiment de travailler là-dessus. Et de voir aussi bah, si on arrive quand même à rester sur l'œuvre, tu vois. Parce que l'idée, c'est pas non plus de complètement dévier. Alors, c'est bien de débattre, mais il faut aussi bien la connaître, l'œuvre. Quand tu veux écrire dessus, quand après, il faut que à la fin de l'année, tu fasses une disserte, quoi. Non, mais en revanche, là où c'est intéressant, c'est, tu vois, c'est... En fait, je me demande, tiens, pourquoi est-ce que fin 19e... t'as comme ça des arpentages dans le milieu ouvrier, et puis pourquoi il n'y a plus tout ça, tu vois? Parce qu'en fait, là, c'est super, hein, on a fait un arpentage, mais c'est ce que j'ai dit l'autre soir, c'est que, bon, voilà, on est tous de milieux, je pense, quand même plutôt favorisés, ou plutôt intello, enfin, tu vois. Donc avant de se quitter, Oui. est-ce que tu voudrais rebondir sur une remarque, un aspect du livre? Ou est-ce que tu as des ressources que tu aimerais partager, quelque chose que tu as lu, entendu, vu, qui serait dans la continuité du livre ou pas forcément, quelque chose que tu auras envie de partager après ces 3 semaines après l'arpentage?
En fait, tu vois, j'ai commencé à lire plusieurs bouquins sur le hip-hop. Et très franchement, je me souviens même plus, tu vois, du nom des auteurs. Et puis, c'est assez facile à trouver sur le hip-hop. En revanche, il y a un truc que j'ai adoré, mais sur Arte, il y a une sorte de docu-fiction très drôle sur l'histoire du hip-hop. Et je trouve que c'est super bien fait, c'est drôle en fait. Donc pour le moment, il n'y a que deux séries. Il y en a une sur la trappe à Atlanta, tu vois un peu l'histoire de la trappe, et une sur le gangsta rap à Los Angeles, tu vois, quartier de Compton et tout. Et en fait, le principe, c'est quand même très drôle. C'est un mec qui s'appelle Larry, qui est français, mais qui vit aux États-Unis, en fait, dans les deux séries, le premier épisode, c'est en gros pour le gangsta rap, en fait, c'est sa meuf qui lui parle d'un album de Dr. Dre, mais en fait, tu sais, c'est un album mythique qu'il a jamais fait, en fait, tu vois. Donc c'est un truc qui est resté dans les annales, mais en fait, qu'il n'a jamais produit, tu vois. Et ce con de Larry, il lui dit ah bah ouais, moi j'ai le CD. Et donc elle est là, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc pendant toute la série, ça va être Larry qui essaye tant bien que mal de retrouver ce CD, tu vois. Et en fait, vraiment, je trouve que c'est d'une intelligence et d'une drôlerie. Voilà, en fait, t'apprends des choses, mais sans que ce soit barbant, quoi. Donc voilà, je pense que ouais, c'est à peu près tout ce que je vois comme truc que j'ai envie de partager. Voilà. Trop bien, ça m'a donné envie. Cool. Bah, merci beaucoup, c'était super chouette. Merci à toi. Voir. Merci beaucoup à Sultania pour sa participation et son temps. Nous, on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien.